en exergue à un de ses travaux qui a comme titre « Approche psychologique du dogme de la Trinité ». Je ne vais pas discuter ce texte. Toutefois, les deux indications que je viens de fournir, la citation latine et le titre de l'article de Jung, sont déjà suffisantes pour relever deux points essentiels dans l'approche de Jung à la spiritualité. La citation, ou une citation qui est placée en exergue d'un texte, synthétise souvent ce que l'on s'emploie par la suite à argumenter, et on aime bien citer quelqu'un qui soit en quelque sorte une autorité, et c'est ce que fait Jung, et si vous permettez la mise en abîme, c'est ce que je fais moi-même. Donc la citation. Non li foracire, ne va pas dehors, in te ipsum redi, fais retour en toi-même, là in interiore homine habitas veritas, la vérité habite dans l'homme intérieur. Selon Jung, nous devons chercher à l'intérieur de nous-mêmes. D'ailleurs, comme psychologue, c'est la chose qui importe. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans l'inconscient. Jung s'approprie, avec anachronisme, si je peux le dire comme ça, la citation de saint Augustin. Avec Freud, Jung a réussi à imposer le concept de inconscient à notre intention au début du XXe siècle, l'inconnu en nous-mêmes qui nous fait agir, et il renvoie à cela, surtout au ressenti et à l'imaginaire. Pour ce qui est du contenu du monde intérieur, plutôt que parler de représentation, comme on le fait communément en français, je vais parler de imaginaire et d'image. De mon point de vue, Jung est un grand réhabilitateur de l'imaginaire et des images. Toute son approche psychologique tend à valoriser la production de l'imaginaire de l'homme, alors que son époque, et peut-être notre époque, a un rapport très critique, méfiant, à ce qui n'est pas produit de la rationalité. Donc, avec Jung, parlons d'images, surtout avec la considération qu'elles surgissent de l'inconscient, pour ensuite être exprimées dans le monde extérieur. Dessins, tableaux, statues, mais aussi cérémonies, rituels, cultes. Et même s'il s'agit, admettons, d'une peinture de paysage, cela se passe via l'inconscient. Une fois exprimées, ces productions entrent dans un dialogue avec les hommes qui les regardent, les côtoient et y participent. Là, je me réfère au culte, par exemple, ou au rituel. Ils alimentent notre vie intérieure et extérieure. Pour mon propos, je rappelle encore que Jung insiste beaucoup sur le concept de réalité psychologique. À partir du moment où une personne voit sa situation ou le monde autour de lui d'une certaine façon, par exemple qu'il est lui-même méchant ou que le monde lui est hostile, alors pour lui, les choses sont comme cela. C'est sa réalité psychologique. C'est l'imaginaire de cette personne, mais c'est en même temps sa réalité psychologique. Comme psychologue, acceptons cela, pour la personne elle-même, c'est sa réalité, et donc c'est la materia sur laquelle nous devons travailler, même si de plus loin, à plus grande distance, cela peut paraître incongru. Jung rappelle d'ailleurs comment collectivement, il n'y a pas si longtemps encore, nous placions beaucoup d'événements à l'extérieur de nous-mêmes, alors qu'aujourd'hui, nous mettons ces mêmes événements à l'intérieur de nous-mêmes. Ainsi, il y a quelques siècles, quand je rentrais à la maison le soir, je pouvais raconter que dans la forêt, j'avais vu des gnomes menaçants ou un loup-garou, et la famille décidait de commun accord de barricader la porte. Alors qu'aujourd'hui, si je rentre et je raconte cela, les autres membres de la famille appellent une ambulance pour venir me chercher.
Ces rencontres avec gnomes et loups-garous se passent maintenant à l'intérieur de nous-mêmes, avec peut-être encore quelques doutes suivant mon milieu d'appartenance, si j'affirme que j'ai rencontré Jésus ou Marie. Nous pourrions dire qu'avec de telles remarques, nous faisons des observations sur la topologie de notre réalité psychologique. Et il est vrai que la conscience collective actuelle, et en particulier la psychiatrie, font de cette topologie un critère important, et on parle de hallucination ou de délire quand la personne situe les voix ou les présences étranges à l'extérieur d'elle-même. Donc, si l'homme d'aujourd'hui se voit par exemple comme méchant, s'il a une image noire de lui-même, ou qu'il cueille dans le regard le comportement des autres de l'hostilité à son égard, il s'agit de sa réalité. C'est en fonction de cet imaginaire qu'il se perçoit et qu'il va ou ne va pas agir. Réalité psychologique ne veut pas nécessairement dire seule réalité, même pour la personne en question, mais il reste qu'il est important de comprendre cette réalité, car c'est avec ces lunettes que cette personne regarde le monde et elle-même en priorité. En le comprenant, et maintenant je parle de psychothérapie, on pourra éventuellement l'infléchir ou lui ajouter une autre façon de voir sa propre situation. Par exemple, qu'il n'est pas uniquement méchant ou mauvais. C'est donc dans ce sens que pour Jung, l'intérieur de l'homme est ce qui prime, et que cet intérieur est lié à l'imaginaire. Mais réalité psychologique ne veut pas encore dire vérité, veritas de la citation. Reste que la réalité psychologique est un point de départ. Il s'agit de la cerner, de la comprendre, de prendre ce chemin. Alors, avant d'aller plus loin, je fais un retour à la réalité extérieure. Et j'arrive ainsi à l'autre indication à propos de l'approche de Jung que j'évoquais au début, le titre du texte de Jung que j'avais mentionné, « Approche psychologique du dogme de la Trinité ». C'est en effet un regard de psychologue que Jung revendique dans ses analyses de symboles et rites religieux, ou plus largement culturels de l'homme. Il souligne qu'il est important de chercher à comprendre la mise en place et le sens de telles productions de l'homme. Comment a pris forme et pourquoi allons-nous au culte ou à la messe? Pourquoi produisons-nous des formes et images avec des contenus particuliers? L'Annonciation, le Christ en croix, la Trinité. Quel est le sens psychologique de telles images et de tels comportements? Et là, je me réfère évidemment à la religion chrétienne, mais cela est vrai pour toutes les religions. L'homo religiosus est universel. Et ici, je suis donc à l'extérieur de l'homme, car le tableau ou le rituel se trouve ou se pratique avec la communauté, dans l'Église. Quelque chose de concret que je peux partager avec d'autres, que je vois, que mon voisin voit aussi, qui est fait ensemble. Et dans ces cas, c'est l'extérieur qui nourrit, ou du moins s'articule avec l'intérieur de l'homme. Et je le fais en plus généralement en tant que membre plus ou moins critique d'une tradition. Jung a beaucoup de respect pour toutes les manifestations de l'homo religiosus, dans lesquelles l'homme s'investit depuis la nuit des temps avec ferveur et énergie. Manifestations qui doivent donc correspondre à quelque chose de très important, voire d'essentiel pour l'homme. Jung dit en particulier qu'il s'agit d'amadouer nos peurs en racontant une histoire, la créer, la raconter, la peindre, la jouer, face à ce que nous ressentons comme les mystères de l'existence humaine, l'élan constructeur face à l'élan destructeur en nous, la petitesse de l'homme face à l'immensité de la nature, le contraste entre l'homme en vie et l'homme mort, pour vous donner quelques exemples, mais qui sont probablement parmi les plus forts. Il part du simple constat, donc Jung, qu'il s'agit de manifestations que l'on trouve dans toutes les cultures, certes avec des spécificités, mais aussi avec des thèmes communs, des personnages communs, qui soient également des animaux, tels des oiseaux ou serpents, et des motifs communs, cercles, carrés,
trinité, quaternité, etc. Mythes, contes populaires, traditions et rituels font état de cela. Dans tous ces textes qui ont trait à la religion et à la spiritualité, Jung souligne qu'il adopte un regard de psychologue. On dirait peut-être aujourd'hui ou aussi d'anthropologue, de quelqu'un qui constate et observe le comportement et la production artistique et créative de l'homme liée à la religion et à son rapport à des forces qui lui échappent et qui essaye de les comprendre. Toutefois, je pense que ce n'est pas aussi tranché car Jung lui-même a une vie intérieure, ses rêves, son imaginaire, son ressenti, qui sont très présents pour lui, et cela marque sa réflexion et entre aussi dans ses textes. Plus précisément, il retient le fait que de tels phénomènes, images, fantaisies, rêves, surgissent spontanément en lui et dans nous tous, et c'est dans cette caractéristique qui voit aussi le fondement de notre spiritualité. C'est ainsi que Jung définit et approche la vie spirituelle. Ce sont des manifestations prégnantes de l'inconscient, quelque chose qui surgit du fond en nous-mêmes, produit de l'imaginaire qui nous touche, et d'autre part, des forces qui nous échappent et auxquelles l'homme a essayé de donner un sens pour se tranquilliser. Et pour ce qui est de Jung lui-même, il est observateur, mais observateur participant. Et cette posture, pour un chercheur, est toujours délicate, même si pour la recherche sur l'homme, elle est, à mon sens, pertinente et essentielle. Cependant, dans notre ère positiviste et objectiviste, elle prête le flanc à une critique facile, notamment que ces travaux restent trop subjectifs. Et Jung, à cet égard, prend peu de précautions entre données objectives et convictions subjectives. Avec cette remarque, je veux simplement rappeler que beaucoup de ce que dit Jung reste sujet à débat, mais en même temps, à mon sens, cela ne enlève rien à l'intérêt de ces considérations. Je reprends. D'une part, veritas habitat in interiore homine, et c'est là la réalité psychologique, d'où il s'agit de continuer vers la vérité intérieure, et d'autre part, il y a plein de témoignages concrets, d'objets, d'images, comportements, qui sont là, devant nous, détachés de nous, materia interna et materia externa, pourrions-nous peut-être dire. J'utilise ces deux termes, cela me permettra de terminer mon propos avec un couplet sur l'alchimie. Par ailleurs, Jung va formuler l'hypothèse que fondamentalement tout individu est unique, que cette unicité est à l'intérieur de nous, que l'art de vivre est de permettre à cette individualité de se déployer, de s'expliciter, qu'il s'agit là de quelque chose de propre à chacun et qu'il faut la trouver à l'intérieur de soi, que chacun a un centre, un noyau psychique avec lequel on peut essayer d'entrer en contact, ce que Jung appelle le soi avec S majuscule. C'est donc la vérité à laquelle nous pouvons arriver, vers laquelle aller. Jung parle ici de individuation, devenir nous-mêmes dans notre unicité, un noyau inconscient qui demande à être rencontré et exprimé. Cela se passe par l'articulation de la réalité intérieure avec la réalité extérieure, et nous allons voir maintenant comment. En effet, l'hypothèse de Jung va beaucoup plus loin, et c'est là qu'elle est forte et osée, car Jung est convaincu que ce soi participe de quelque chose de collectif, que le soi individuel de chacun est aussi partie d'un inconscient commun à tous, qui a une composante collective de l'inconscient qui a été construite par l'histoire et l'évolution biologique de l'homme. Or, et je vais en dire un peu plus loin, c'est la composante collective de l'inconscient dont nous prenons connaissance en premier dans notre développement personnel et qui nous permet ultérieurement et éventuellement
d'entrer en contact avec notre soi personnel. En somme, notre inconscient, je fais un signe aux techniciens parce que nous allons voir une image bientôt, est une différenciation, notre inconscient personnel est une différenciation à partir de l'inconscient collectif. Et ici, vous savez que les psychologues ont démontré qu'après 15 minutes d'attention, le public commence à dormir. Donc nous avons maintenant un interlude image qui va durer, et en fait je peux vraiment le dire en tant que publicité, c'est un site qui s'appelle, c'est directement sur internet, c'est un site qui s'appelle www.arras.org, donc c'est Archives for Research on Archetypal Symbols, donc très jungien comme site, inspiré d'ailleurs par les travaux de Jung. Voilà, alors ok, formidable, je ferme et je hide this, 3 minutes et demie. Donc c'est uniquement sur ce thème, Snake on Tree, serpent dans l'arbre. Il faut que je regarde. Je vais faire quelques commentaires tout à l'heure. Pour l'instant, je vous laisse admirer. Encore 1 minute. Voilà. On va arrêter. Voilà. Le technicien m'avait demandé si je voulais le son aussi, parce que si vous reprenez ça à la maison, il y a également un son, c'est une musique un peu New Age,
J'ai opté pour non, mais peut-être j'aurais quand même dû opter pour oui, mais vous pourrez le faire à la maison. Et le spectacle dure donc 6 minutes en total. Alors, maintenant, quelques remarques sur ce que nous venons de voir. Il s'agit de statues, bas-reliefs et peintures, dont d'ailleurs beaucoup sont certainement déjà connus, mais je pense que beaucoup d'entre nous en sont très touchés quand même. L'autre élément assez fascinant est leur thème commun, donc voulu par ceux qui ont créé cette séquence, serpent dans l'arbre. Tant le serpent que l'arbre sont des symboles forts et encore vivants dans notre culture, comme d'ailleurs dans d'autres cultures. Arbre de la connaissance, arbre de vie, arbre du bien et du mal, arbre généalogique. Voilà quelques exemples de comment l'arbre nous parle en tant que symbole. Et bien sûr, dans notre culture chrétienne, c'est l'arbre du paradis avec la pomme, comme d'ailleurs vous l'avez vu dans de nombreuses images. Mais justement, c'était intéressant, il n'y avait pas que des images chrétiennes, il y avait des images aussi d'autres cultures, grecques, romaines et plus anciennes encore. Ça pour l'arbre. Et du serpent, on pourrait en dire encore plus, animal qui est à l'origine du monde dans plusieurs mythologies, qui datent de bien avant le christianisme, serpent sauveur, serpent destructeur, serpent d'Asclépios et serpent complice du diable. On pourrait en discuter longuement. Mais ce que je trouve particulièrement suggestif dans la séquence que nous venons de voir est le motif précis du serpent dans l'arbre, car il est interprété de multiples manières, attribut qui accompagnent ou acteurs de premier plan. Beaucoup des images se réfèrent à l'histoire de la Genèse où, à vrai dire, nous avons le serpent qui parle de l'arbre et de ses pommes, mais où il n'est pas mentionné que le serpent soit dans l'arbre. Donc, c'est les artistes qui le mettent dans l'arbre. Or, pensons un moment à ce motif. Un serpent a quelque chose d'une branche d'arbre. Il pourrait même être confondu avec une branche d'arbre selon les circonstances. Il a la particularité de pouvoir bouger indépendamment de l'arbre. Tout l'arbre bouge s'il y a du vent. C'est alors une force extérieure à laquelle tout l'arbre est soumis. Mais le serpent, en tant que partie de l'arbre, peut bouger tout seul. Et dans ce cas précis, il peut faire peur à l'homme qui regarde un tel arbre. Je veux dire, mettez-vous dans la situation. Une partie de l'arbre qui d'un coup bouge indépendamment du vent et du reste. Pensons maintenant à l'homme. J'entends l'homme masculin, disons debout. Il bouge en principe selon sa volonté. Il peut décider de marcher, s'asseoir, lever son bras. Mais il y a une partie du corps de l'homme masculin qui ne bouge pas selon sa volonté consciente, mais selon son inconscient, et qui fréquemment, je vais même dire généralement, est stimulé par la présence d'une femme en particulier. C'est au fond assez mystérieux, mais c'est comme cela. Un exemple de mystère dont parlait Jung. Je vous ai dit tout cela juste pour indiquer comment cela peut donner une clé, d'ailleurs pas forcément la seule, pour l'attrait de ces tableaux et œuvres, et spécifiquement du serpent dans l'arbre, qui est vraiment une interprétation d'artiste. Dans le récit de la Genèse, il y a une complicité entre le serpent et Ève. Dans plusieurs tableaux, c'est dans les 3 dernières minutes, la serpente est même une femme. En cela, c'est un joli exemple de symbole, expression de force en conflit, force psychique,
qui tire dans diverses directions et que l'artiste interprète et exprime avec ici en mettant le serpent dans l'arbre. Donc, on peut dire que le tableau, ou le bas-relief, ou la sculpture tient ensemble. Et la référence commune étant ici le texte de la Genèse et aussi les associations avec ces motifs en présence et conjointement, donc l'arbre et le serpent. Donc, la composante collective de l'inconscient, ce serait, d'après Jung, construite au cours de l'histoire de l'évolution. Elle se serait formée à travers des expériences des hommes et leurs associations d'états intérieurs avec ces expériences et leur mise en récit, en expression symbolique, pour essayer de en faire sens, ou pour essayer de les accepter finalement. Et ceci, d'après Jung, ferait partie de l'homme aujourd'hui au même titre que pratiquement ses organes physiologiques, ou du moins ses aptitudes. Un peu, peut-être le meilleur exemple serait comme notre aptitude langagère. Nous sommes quelque part nés avec l'aptitude de pouvoir apprendre à parler. Bon, il faut des circonstances. Et Jung dit quelque chose du même ordre quand il parle de cet inconscient collectif qui fait partie de nous dès l'origine. Jung admet tout à fait que notre inconscient se construit ou se constitue à travers nos expériences, notre vie, et surtout nos échanges avec les autres. Mais il souligne, et c'est bien sûr un des aspects controversés de sa théorie, qu'il y a une part collective de cet inconscient qui est là de la naissance et qui va se manifester au cours de notre vie par des confrontations psychologiques inévitables avec ce que Jung appelle des archétypes et que je vais pour l'instant, pour simplifier, appeler des figures comme la mère nourricière, la mère dévoratrice, le héros solaire, le dragon dans la caverne, etc. Donc ces figures vont inévitablement surgir et nous allons devoir nous y confronter. Et c'est à travers cette confrontation et réflexion sur elle que nous pouvons notamment accéder progressivement à notre soi. Alors, dans quelle situation est-ce que ces figures apparaissent? C'est le point central de la psychologie de Jung, sa vue de l'énergie psychique. Le propre de l'homme est d'avoir au cours du temps intériorisé, au cours du temps j'entends de l'évolution, intérioriser sa force vitale sous forme d'opposés et justement qui s'expriment symboliquement, n'est-ce pas? Ces opposés, justement, quand je disais contenir ou sont contenus dans le symbole. En somme, l'homme est énaillé par des forces psychiques qui s'opposent et dans des situations particulièrement critiques surgissent des images qui expriment ces forces en opposition, qui les contiennent, qui montrent par là une façon de leur donner sens, d'en faire quelque chose. Ce sont les symboles et qui deviennent ensuite tableaux, statues, figurations, etc. à travers le travail de l'homme. Notre développement, notre construction biographique va suivre certaines étapes et si nous ne réussissons pas dans celle-ci, et ceci surtout lorsque les circonstances nous l'empêchent, alors nous nous trouverons en difficulté. Alors, là, nous serons en difficulté. Pour que le développement soit satisfaisant, Jung estime qu'il est important qu'elle soit en accord avec la personne elle-même. Et c'est ici que Jung dit qu'il est important d'être à la recherche de cette vérité intérieure, nous mettre à la recherche de ce qui nous permet à nous-mêmes de ressentir que notre vie a un sens, que nous nous réalisons.
Cette question devient centrale pour toute personne qui se trouve bloquée, coincée dans son évolution, c'est-à-dire dont la réalité psychologique devient noire, ne fait plus sens ou alors n'a plus qu'un sens autodestructeur. Et là, on voit pourquoi, selon Jung, une difficulté des symptômes psychologiques sont en même temps et même surtout une occasion pour chercher à entrer en contact avec son soi, car c'est une façon dont l'organisme et l'inconscient affirment que la personne est loin d'elle-même. La recherche de cette vérité intérieure peut démarrer volontairement par intérêt personnel ou en quelque sorte forcée par le mal-être. Et l'on peut procéder sur deux plans, celui de la réalité intérieure et celui de la réalité extérieure. En termes jungiens, il s'agit de toute façon d'une confrontation avec l'inconscient collectif. Le contact débute et se développe, je disais, soit par des expériences intérieures, des rêves, des visions, etc., ou alors par quelque chose qui nous touche dans le monde extérieur. Materia interna, materia externa, création et reconnaissance. Souvent, c'est un produit, entre guillemets, une œuvre d'art, une cérémonie de l'homme dans le monde extérieur qui réveille quelque chose d'intérieur, ou encore quelque chose de particulièrement frappant dans la nature qui crée ce contact avec notre intérieur. Comme ici, ce que nous avons vu, au fond, avec Serpent sur l'arbre, qu'est-ce que c'est aussi quelque part un renvoi à des scènes naturelles. Pour décrire de telles expériences psychologiques saisissantes, Jung va utiliser, ou plutôt reprendre, le terme de numinosum, qui est emprunté donc au fameux livre de Rudolf Otto le Sacré, et ce terme définit une expérience émotionnelle particulièrement forte, numinosum, l'apparition du divin. Une telle rencontre peut se présenter dans un rêve ou à l'extérieur, quelque chose qui de toute façon est indépendant de notre volonté. Or, une caractéristique nécessaire de l'inconscient collectif est qu'il s'agit de quelque chose que les hommes partagent et qui peuvent donc aussi rencontrer ensemble. Et ici, nous revenons au culte religieux ou à notre attrait pour d'autres productions de l'imaginaire. Ces activités expriment quelque chose de l'inconscient collectif, sont en lien avec lui et favorisent la rencontre avec ce même inconscient. Et en même temps, soudent et renforcent les composantes collectives de cet inconscient, tout en permettant aussi une rencontre avec l'inconscient individuel. Avec ça, je suis en train de dire que tout ce que nous faisons continue à construire l'inconscient collectif. Bien sûr, nous construisons notre inconscient individuel, mais nous sommes à l'œuvre collectivement tout le temps dans cette construction. Ainsi, les cérémonies religieuses, telles la messe ou le culte chrétien, nourrissent à la fois la recherche de la vérité intérieure et l'inconscient collectif. Et comme je l'ai dit, Jung parle ici de symboles, de valeurs symboliques, car les symboles contiennent et expriment les mystères, les forces en conflit de l'existence. Et c'est ici, psychologiquement, que nous pouvons également parler de Dieu ou des dieux. Dieu, dans la conception de Jung, est spécifiquement le numinosum, le divin qui se manifeste. Notre ressenti et conviction à de tels moments que, donc au moment du numinosum, que nous participons et sommes en contact avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et plus généralement, Dieu ou les dieux, formulation que je préfère personnellement, sont l'inconscient collectif. Construction de l'homme à travers son évolution, qui se situe, nous venons de le voir, topologiquement, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de lui, et avec qui il est important d'élaborer un contact pour trouver réponse aux questions sur le sens, surtout lorsque celle-ci s'impose à nous. Et de toute manière, c'est cela l'accès au soi dans l'approche de Jung. Ainsi, Jung dit que lorsque Plutarque, souvenez-vous,
au 1er siècle de notre ère, fait dire que Pan, le grand Pan, est mort, ou Nietzsche au 19e affirme que Dieu est mort, c'est plus l'expression d'une situation qui change collectivement que quelque chose de définitif. Car psychologiquement, les dieux ne peuvent que continuer à vivre. Ils apparaissent et nous offrent dès lors une possibilité de nous mettre à la recherche de notre soi, notre vérité intérieure. On pourrait peut-être dire que Pan meurt car il est remplacé par le Dieu chrétien au 1er siècle et que pour nous aujourd'hui, il est probable que le Dieu chrétien va à son tour être, ça c'est Kainoshis et non pas Carl Gustav Jung, va être remplacé par Pan, ou plutôt par la corps de Gaïa, car une nouvelle relation à la nature semble devoir s'imposer si nous voulons continuer à vivre sur notre globe, car il nous faut des dieux qui nous le permettent. Je vais maintenant essayer d'articuler ce que j'ai dit dans le temps qui me reste avec quelques éléments biographiques sur Jung. Ceci me permettra d'illustrer sa façon de joindre l'intérieur et l'extérieur et ouvre aussi une perspective sur comment Jung est arrivé à cette façon de voir les choses. Un épisode important que tous ceux connaissent qui ont lu son récit autobiographique « Ma vie », Souvenirs et rêves, « Ma vie, souvenirs et rêves » s'appelle le livre, est la vision que Jung a à environ 12 ans et dont il dit précisément qu'elle s'est imposée à lui. Dieu lui apparaît en imagination, assis sur son trône au ciel, alors que ce même Dieu, dans cette vision, est en train de déféquer sur la cathédrale de Bâle, donc la ville où Jung vit avec ses parents. Dieu apparaît ici méprisant et souillant son propre lieu de culte, et à Jung même, l'image paraît sur le moment inconfortable et blasphématoire. Mais Jung sent clairement qu'il n'a pas voulu cette image, qu'elle s'est spontanément imposée à lui. Or, dans la situation de vie où le jeune Jung se trouve à ce moment-là, elle apparaît dès lors comme libératoire, l'image d'un bon Dieu qui se double de celle d'un Dieu malfaisant. Donc c'est pour Jung une expérience libératoire. Le thème de la coexistence à l'intérieur de l'homme, de la lumière et de l'ombre, du bien et du mal, du fascinans et tremendum, pour reprendre encore une fois la terminologie de Rudolf Otto, deviendra un des piliers de la psychologie de Jung. Il va s'atteler aux contradictions que ces forces engendrent, à leur rapport compensatoire et à la nécessité de se confronter à ces conflits sur le plan intérieur, à comment en ressortir. Les symboles, nous l'avons vu. Dans la réflexion de Jung, l'adéquation de la spiritualité dans sa dimension imaginaire avec les formes religieuses officielles, en particulier celle du christianisme, demeure une source constante d'interrogation. En parallèle, Jung manifeste un grand intérêt à la fois pour certaines doctrines hérétiques du christianisme, comme le gnosticisme, pour les religions polythéistes, grecques, romaines et orientales, ainsi que pour certaines productions plus populaires des sociétés comme les mythes et les contes de fées. Ces derniers, donc tout ce qui n'est pas christianisme, lui semblent porteurs d'images plus proches de la réalité psychologique de l'homme, plus proche que la doctrine de l'Église qui s'est rigidifiée dans une forme très patriarcale. Jung préfère évoquer la vitalité des représentations où le bien et le mal, où d'autres couples d'opposés coexistent et se nourrissent réciproquement, au lieu de s'exclure. Jung dit très souvent « je suis contre la notion du mal comme privatio boni », donc juste comme la privation du bien, le mal est une force qui existe, qui est là, qui nous agit. Alors, un deuxième moment important, biographiquement, pour notre argument, est la période qui suit immédiatement la rupture avec Freud. Donc, nous sommes en 1913. Jung a désormais formulé ses propres vues sur l'énergie psychique
et l'inconscient, d'ailleurs, qui sont la raison principale de sa rupture avec Freud. Évidemment, ici, Jung ne s'appuie pour ses formulations, ses propres formulations. Jung ne s'appuie pas seulement sur l'expérience qu'il a de lui-même, mais aussi sur ses 12 ans de fréquentation des patients internés à l'hôpital psychiatrique du Burgholzli à Zurich, où il travaille, et ses vastes lectures, ainsi que sa pratique privée. Jung se réfère en particulier à ses notes et observations cliniques sur des patients schizophrènes. Il décrit des complexes, des nœuds affectifs, dit Jung, qui montrent un degré d'autonomie et de spontanéité que ces personnes vivent elles-mêmes comme étranges, en disant qu'ils se sentent habités par un pouvoir magique ou un pouvoir inconnu. Ces complexes, comme les appelle Jung, avec un contenu impersonnel, donc que les patients ne reconnaissent pas et ne connaissent pas, semblent faire leur apparition du fond de l'inconscient et apparaissent comme une force qui dépasse celle de la réalité consciente. C'est un argument de plus pour Jung, et l'inconscient collectif va être justement cela, et il se convainc de plus en plus qu'il n'est pas suffisant d'invoquer un développement à partir d'une différenciation et d'un refoulement des instincts, ce qui est à l'époque la doctrine de Freud. Jung développe l'idée que l'énergie sexuelle n'est qu'une des formes de la libido, qu'on la trouve par exemple, et c'est assez extrême, dans des formes, Jung dit, cristallisées, il utilise cette expression forme cristallisée dans ces symboles. Donc il y a de l'énergie psychique dans les symboles eux-mêmes, ou les premiers mythes de l'humanité. Ce qu'on appelle maintenant l'auto-analyse de Jung est déclenché juste après la rupture avec Freud par une série de rêves impressionnants de Jung lui-même, qui d'ailleurs deviennent un argument supplémentaire pour Jung pour dire mais au fond j'ai l'impression d'être connecté avec autre chose que moi-même, car ces rêves parlent très clairement du désastre à venir qui est la Première Guerre mondiale. Jung relate, toujours dans ce livre Ma vie, cette bataille intérieure, car c'est un moment de profonde crise personnelle, et il raconte aussi comment il décide consciemment de s'engager dans cette confrontation avec son inconscient, résolu, donc il ne se retire pas, il y va, résolu à lui donner un sens et à comprendre le foisonnement de son propre imaginaire qui semble souvent, à ce moment-là, lui échapper. Il dit que par cette prise de décision, il a trouvé la force d'endurer l'épreuve. De son côté, donc il note tous ses rêves tous les matins et il établit des parallèles entre toutes les images qui s'offrent à lui et ses connaissances mythologiques, mais il entre surtout en dialogue avec cet imaginaire. Ce procédé deviendra par la suite une méthode d'exploration psychologique qu'on appelle aujourd'hui imagination active. Jung est entraîné par moments dans un monde qu'il ressent comme inférieur et qu'il reconnaît comme le monde des enfers. Il est alors prompt à établir des parallèles entre son voyage et celui d'Ulysse, d'Énée, d'Orphée ou d'Héraclès, pour ne nommer que les figures épiques les plus connues de notre héritage culturel. Jung explore de la sorte le parallèle entre mythologie et psychologie. Il a suffisamment d'obligations dans sa vie courante, parce que c'est vraiment un moment assez critique, pour ne pas perdre tout contact avec le monde extérieur. Il continue à voir ses patients, même si certains d'entre eux sont frappés par sa propension à ce moment-là à traiter des sujets qui l'intéressent personnellement. Il se met à dessiner certaines figures de ses rêves, dont des formes carrées et rondes qu'il retrouve plus tard, lorsqu'il s'intéresse au mandala tibétain en premier lieu. Les dessins, ainsi qu'une série d'expériences oniriques, lui permettent finalement de sentir à un moment donné qu'il est sorti de sa crise. Il est en contact avec son propre centre psychique, son soi.
Jung estime, et je crois que c'est important, que ce sont des images, que ce sont ces images et ces activités dictées par son inconscient qui lui permettent de trouver sa direction. Lui-même, Jung expose plus tard les phases de cette confrontation avec son inconscient et il dira justement qu'il a souvent eu l'impression d'être au bord du gouffre et de risquer de tomber vraiment dans la psychose. Et c'est important aussi de le souligner car l'inconscient collectif n'est pas seulement le salut, c'est aussi un risque, ça peut aussi être la perdition. Jung essaye ensuite de préciser la façon dont se manifeste l'inconscient collectif. J'entends à l'époque. L'énergie psychique semble être partie intégrante, il le note vraiment, de beaucoup d'images qui en découlent. Pour ceux qui ont suivi ou vu ce fameux livre rouge de Jung qui a maintenant et qui a été publié l'année passée, qui est une espèce de gros livre avec la transcription par Jung lui-même de ce voyage dans son inconscient, y compris, et c'est pour ça que je le mentionne, des dessins, des peintures que Jung a fait suite à ses rêves. C'est quand même un ouvrage qui, à ce titre-là, et je dirais uniquement à ce titre-là, est vraiment très passionnant. Alors, au fond, je vais terminer. Je vois que mon temps arrive à la fin. Juste une brève, je vous avais promis une brève remarque sur l'alchimie. C'est tout un domaine que Jung découvre assez tard dans son parcours, dans les années 1930, et il réalise toute l'importance de l'alchimie sur le plan psychologique. En effet, Jung va arriver à considérer les alchimistes en Europe à partir du XVe siècle en particulier comme des précurseurs de l'étude de l'inconscient. La recherche des alchimistes sur les processus de transformation de la matière en or ou leur recherche de la pierre philosophale doit, selon Jung, être mis en parallèle avec une recherche de transformation psychologique. Jung se réfère en particulier aux nombreux traités d'alchimie qu'il étudie, à leurs images symboliques et au processus de transformation qui y est décrit, les stades de mutation, nigredo, rubedo, albedo par exemple. L'alchimiste projette sur la matière ce qu'il cherche en lui-même, et cherchant l'or dans son laboratoire, il cherche aussi l'or intérieur. Ici, materia interna et materia externa sont toutes un. Les alchimistes disent d'ailleurs prima materia. C'est le chaos initial pour ensuite arriver à una materia. C'est le but. À l'époque, la recherche extérieure, en parallèle à celle intérieure, donc 15e, 16e, a encore clairement sa place. C'est aussi l'époque des gnomes et des loups-garous. Or, dans la conception de Jung, il continue à être un peu ainsi. De son point de vue, materia interna et materia externa sont intimement liés. Et c'est en travaillant sur les deux simultanément, par exemple en peignant ses propres rêves ou en vivant une expérience lumineuse à l'extérieur, qu'on peut espérer l'émergence de l'una materia, dont l'expression psychologique la plus précieuse pour l'individu est le contact avec le soi. Ainsi, si l'inconscient collectif demeure pour Jung quelque chose qui est aussi au-delà de l'individu, nous pouvons tout autant situer les dieux à l'extérieur. Et je pense même que cela soit souhaitable, vu qu'il y aurait peut-être là une façon de sauver la Terre et la nature en souscrivant à Gaïa et à sa cohorte comme nos prochains dieux. Merci. Animos, merci Kai Nochis pour ce voyage dans la vérité intérieure. Sans transition, on va demander au professeur Martin Preissig d'ouvrir la discussion. Martin.
Est-ce que je peux avoir le beamer? Ah, voilà. Bon, tout d'abord, j'aimerais exprimer mon énorme admiration devant cette présentation. Donc, ça me semble incroyable combien de notions de Jung étaient ici transportées vers vous de façon tout à fait compréhensible, parce que c'est vraiment pas facile, et le système de Jung est tellement complexe, mais j'ai eu l'impression l'essentiel, notamment tous ceux qui intéressent celui qui est à la recherche du spirituel, du religieux, tout était dedans. Alors le deuxième point, c'est donc le professeur Besson m'a déjà présenté, donc je suis extrêmement flatté d'avoir la possibilité ici d'être le discutant, parce que normalement ça c'est un rôle, j'ai regardé dans le programme que c'est les théologiens ont le droit de faire. Je suis, selon comme j'étais présenté, effectivement pas un théologien et je ne peux pas discuter de ce point de vue, je pense que vous seriez très déçus autrement. J'étais aussi présenté comme épidémiologue, effectivement j'ai déjà fait l'une ou l'autre petite étude. Et puis, ils n'étaient pas tournés vers le spiritualisme ni vers la religion. C'est plutôt, je ressens ça comme un point où je suis plutôt un peu aveugle dans la recherche. Alors peut-être c'était plutôt pour me rappeler qu'est-ce que je néglige. Alors, je me suis dit, bon, si ce n'était pas avec ce petit reproche que Jacques m'a proposé de venir, alors c'est plutôt pour mon passé. Et pour cette raison, je présente ces quelques mots où j'essaie de discuter un peu les quelques notions qu'on vient d'entendre du point de vue d'un psychiatre qui n'est pas un psychiatre jungien, je ne sais pas si ça existe, ni un chercheur jungien, mais quelqu'un qui a quand même dans sa biographie toute une série de choses qui me sont toujours très chères. Et d'un côté, j'aimerais les présenter, donc c'est assez personnel. Et d'autre part, j'aimerais aussi parler un peu du clinicien, psychiatre, et puis qui a un certain passé jungien. Sur cette première photo, vous trouvez la commune de Küsnacht, au bord du lac de Zurich. Donc c'est sur ce lac où Carl Gustav Jung a aimé naviguer, c'était un passionné de la navigation, pour le dire. Et puis à Küsnacht, donc à 6 km de Zurich, mis à part une très jolie, très grande et magnifique forêt avec une jolie rivière dedans, il y a une maison qui est directement au bord du lac. Et dans cette maison se trouve l'Institut de Jung. Ici sont formés la grande majorité des Jungiens du monde entier, donc c'est vraiment une magnifique place. Il y a à Küsnacht encore une autre maison qui m'est encore quelque part plus importante, donc on le voit très mal, parce qu'elle se trouve dans plusieurs arbres. C'est la maison où habitait pendant, je pense, 40 ans, Marie-Louise von Franz, qui était une des collaboratrices les plus appréciée par Jung, était plus près de Jung, avec une autre collaboratrice, Miss Hanna. Ils ont habité cette maison très particulière. Et puis, ce qui était la particularité de tout ça, c'était nos voisins. Donc, ça veut dire, depuis plus ou moins ma naissance, j'étais en contact. Avant, il y avait un autre couple jungien, une fille. Cette fille était ma toute première copine, si on peut parler de copine, à l'âge de 4 ans. Alors, j'étais dès le début de ma vie, en fait, en contact avec des Jungiens, et Madame von Franz, elle a eu la caractéristique qu'elle s'intéressait énormément. Elle était une philologue classique. Elle connaissait énormément les mythes et les contes fées. Et ces contes fées, c'est quelque chose qui intéresse déjà un enfant et qu'on pouvait interpréter ces contes fées de tout à fait d'autres façons. Ça m'a beaucoup fasciné. Et puis, c'est clair, durant mon adolescence, ça m'intéressait. En plus, Madame von Franz était quelqu'un d'extrêmement aimable, aussi longtemps qu'on ne faisait pas trop de bruit en jouant au foot dans notre jardin. Mais mis à part ces moments, elle aimait bien de temps en temps échanger un peu avec moi. Et
c'est elle qui, finalement, quand j'étais avant la maturité, j'ai dit, ouais, je m'intéresse quand même pas mal à Jung, est-ce que je devrais devenir psychologue? C'est elle qui m'a dit, mais non, non, il ne faut jamais devenir psychologue, vous ne trouvez jamais un boulot, mais il faut devenir psychiatre, c'est beaucoup mieux. Jung était psychiatre et c'est comme ça que, de toute manière, il faut avoir la base scientifique pour finalement bien s'engager. Donc ça, c'était une philologue classique qui m'a dit de faire comme ça et j'ai suivi cela. Où est-ce que ça m'a amené? Voilà, d'un côté, j'ai resté avec un très grand intérêt parce que ce qui me fascine énormément dans toutes ces théories, c'est qu'il y a deux mondes. Parce qu'on a l'habitude d'avoir nous et le monde extérieur, donc tout notre univers. Et puis, pour Jung, il y a ce monde intérieur, qui est aussi intéressant, qu'on peut voyager, comme M. Noschis a bien expliqué, que Jung a fait un énorme voyage dans ce monde intérieur, qu'il a énormément bien documenté, et puis j'ai aussi envie de faire ce voyage vers le monde intérieur, c'est le monde intérieur qui est représenté par, je pense, le centre, on peut dire, le soi. Et puis, avoir accès à ce soi, ça peut être un voyage plus intéressant que peut-être traverser le monde entier. Mais comment on le fait? Alors là, M. Noschis a très bien mentionné, donc une chose, c'est les rêves. Donc, le rêve dessiné par Pablo Picasso, qui permet probablement de la meilleure façon d'entrer dans notre inconscient, parce que pour autant qu'on est capable de rêver toutes les nuits, alors ce n'était pas si facile, j'ai essayé, et de le noter, aussi ça, c'est pas facile. Alors ça, c'est peut-être le meilleur contact qu'on peut avoir avec tous ces symboles, toutes ces imaginations et tous ces archétypes qu'on partage finalement avec le monde entier, comme nous avons entendu. Deuxièmement, ce monde intérieur se manifeste aussi par ce que les êtres humains font dans toutes les cultures. Ils développent des mythes. Donc en Suisse, on a des magnifiques mythes, entre autres, des contes fées, et puis finalement des rituels, des rites. Donc tout ça, je trouvais ça très intéressant et c'était une psychologie que je trouvais, ça m'inspirait beaucoup plus que, par exemple, Freud. Alors, ça m'a amené, quand j'ai commencé ma formation à Zurich, un autre monsieur, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Alfred Ziegler, qui a fait des livres sur ce qu'il appelait le morbisme. Donc, c'était morbismus, c'était plutôt, il s'intéressait aux psychosomatiques. Et puis, c'est chez lui que j'ai fait mon analyse jungienne, donc on parlait de rêve, des symboles, de l'âme, Dieu, soi. Alors tous ces concepts. Et puis en même temps, j'ai commencé complètement autre chose comme psychiatre, et ça se présentait comme ça. Alors au lieu de M. Ziegler, il y avait le chef du Burghölzli, donc la clinique psychiatrique universitaire de Zurich, qui s'appelait Jules Angst, avec qui je suis toujours en contact. Malheureusement, M. Ziegler est mort peu après la fin de mon analyse. Alors c'était très tragique. Et puis, voilà, ça c'est le Burghölzli où Carl Gustav Jung a aussi travaillé au début du XXe siècle. Alors, c'était pour moi deux mondes tout à fait différents, presque, c'était difficile de le mettre sous un chapeau. Donc, comme M. Noschis a dit, dans ce monde, il y a plusieurs vérités psychologiques possible, alors que dans le monde de la recherche épidémiologique et de la clinique, selon le modèle traditionnel clinique, il y a une réalité. Ici, la réalité est plutôt intérieure, ici, la réalité est extérieure, et ici, le but, c'est l'individuation, si je dis correctement, et puis ici, c'est plutôt, selon le modèle médical, c'est éliminer les symptômes. Alors, j'étais un peu choqué parce que moi, je m'imaginais, quand je travaillais en psychiatrie au début, je vais être confronté aux rêves des patients, tous ces symboles, etc., que j'ai lus dans les livres, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose de ça. On faisait des AMDP pour découvrir des symptômes, ce que d'ailleurs je continue à enseigner ici. On posait des diagnostics selon, ensuite c'était encore ICD-9,
On parlait de pronostic et puis de thérapie. Et puis pour le professeur Angst, il n'y a qu'une vérité quand on pouvait le montrer avec des chiffres. Autrement, ce n'était pas acceptable. Alors je vivais effectivement dans un monde où les deux parties étaient difficilement réconciliables. Et je pense ça c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, voit probablement chaque clinicien qui a un background de Jung. Une autre question, c'est évidemment, ça c'était ce que j'ai vécu en clinique. C'est difficile d'intégrer dans la psychiatrie actuelle les éléments dans le quotidien, au moins dans un hôpital, les éléments de Jung. Comment c'est dans la recherche? Visiblement, c'est aussi difficile, mis à part dans la recherche que les Jungiens font eux-mêmes. Ce qui est au centre de l'idée de Jung, c'est le rêve. Et qu'est-ce que c'est la recherche du rêve? Elle est beaucoup plus aujourd'hui, donc comme si pour Jung, le contenu de la rêve, c'est qu'est-ce qu'on rêve pour les chercheurs de la rêve, comme du sommeil, donc c'est par le rêve du sommeil, ça c'est évidemment le EEG. Et puis c'est étonnant combien peu finalement on sait toujours sur la rêve, même avec toutes les méthodes. D'après une présentation de Tafti l'année dernière, ou il y a 2 ans à Surrey, il semble qu'on sait même pas, on n'est même pas sûr que c'est le sommeil REM qui provoque ou qui héberge finalement les rêves. Donc ils peuvent être un peu partout, mais il y a très peu de recherche finalement sur le contenu, sur le sens du rêve, et on ne sait d'ailleurs toujours pas pourquoi on dort. Donc c'est tellement évident qu'on dort, mais visiblement, on ne peut toujours pas dire pourquoi, finalement, on dort. Donc, il reste quand même aussi dans la science, comme nous la connaissons, beaucoup de mystères. Ensuite, donc, Jacques a parlé que voilà, j'ai fait un peu d'épidémiologie aussi dans ma vie. Je ne peux même pas présenter des données parce que j'ai négligé toute cette composante plutôt religieuse et spirituelle, mais il y a quand même quelque chose qui frappe encore dans l'épidémiologie de nos jours. Un de nos collègues qui a analysé cette grande étude qui a été faite en Suisse, en principe selon le recensement de la population, il y avait toute une série de questions. Donc c'est M. Eckert de Berne qui est l'auteur principal. Alors il a trouvé quelque chose qui a frappé déjà depuis le 19e siècle. Donc je vous rappelle Emil Durkheim, il a déjà noté que par exemple en Bavière, les catholiques font beaucoup moins de suicides que les protestants. Et ça c'était longtemps discuté. Est-ce que c'est l'urbanicité ou c'est la religion en tant que telle? Donc Durkheim était complètement contre parce qu'il était sociologue et pas théologien, où sa spiritualité ne l'intéressait pas trop. Ce qui est intéressant, en corrigeant pour tout, en contrôlant dans les analyses pour tout, l'urbanicité, le niveau social, le sexe évidemment, il trouvait que, toujours est-il vrai, que les catholiques, au moins chez les hommes, font significativement moins de suicides que les protestants, et ceux qui n'ont pas de religion, ils font encore plus que les protestants. Ce n'est pas significatif quand on regarde la population de 35 à 64 ans en Suisse. Chez les femmes, c'est les femmes sans affiliation religieuse qui font, donc ça c'est des odds ratios, ça veut dire quelque chose assez similaire que le risque relatif. Donc des femmes sans affiliation font 50% plus de suicides que les femmes protestantes, et les femmes catholiques font encore un peu moins. Quand on prend toute la population, ça devient encore beaucoup plus frappant, parce que visiblement, chez les âges âgés, où il y a beaucoup plus de suicides, donc le CISO souffre encore beaucoup plus, c'est-à-dire les hommes sans affiliation commettent 2 fois plus de suicides que les protestants, et les catholiques font encore 40% moins de suicides que les protestants. Chez les femmes, c'est même 2,5 fois plus de suicides de femmes sans affiliation que de femmes protestantes, et les femmes catholiques font seulement 2/3 de suicides. Donc on peut longtemps discuter d'où est-ce que ça vient. Et puis je vais finir avec une autre étude, parce que contrairement à nous, il y a à Genève des gens qui ont fait un peu plus au niveau du spiritualisme.
c'est notamment le groupe de Hughley qui s'est intéressé par rapport aux psychoses. Ils ont fait cet magnifique article qui a été publié dans le American Journal of Psychiatry. Donc, c'est un article qui relève toute une série de problèmes méthodologiques, comment on mesure la spiritualité, la religiosité, etc. Ils ont fait un entretien très intéressant. Et puis, ils ont trouvé que pour les patients psychotiques, 85% indiquent que la religion est très importante pour eux. Et puis, ils ont vu ceux qui disent qui sont religieux. Donc, 71% trouvaient que ça leur donne de l'espoir, une direction dans la vie et un sens dans la vie. Par contre, il y a aussi 14% qui trouvaient que ça leur cause plutôt un désespoir spirituel. Donc, en d'autres mots, la religion est un peu comme chaque médicament. Jamais un effet sans effet secondaire. Les uns ont l'effet, les autres ont les effets secondaires. C'est jamais juste. Ensuite, au niveau des symptômes, alors visiblement, chez plus de 50%, la spiritualité ou la religiosité, ils ne sont pas trop différenciés. Ça a diminué les symptômes et chez 10% ont eu l'impression que ça a péjoré les symptômes. Et finalement, quand même, un tiers trouvait que ça favorisait leur intégration sociale et quelques-uns seulement trouvaient que ça les isolait des autres. Ensuite, un tiers trouvait aussi que ça leur diminue les envies suicidaires. 10% par contre trouvaient que ça augmente les envies suicidaires. Et la dernière ligne est évidemment très intéressante. Qu'est-ce que fait la religiosité, la spiritualité par rapport à la compliance avec les médecins? Donc visiblement, il y a un peu ce fossé après aussi chez les patients. Donc à peu près chez eux, chez ceux-là où ça fait quelque chose, c'est presque 55 ans qui trouvent ça augmente leur compliance avec les médecins et l'autre moitié trouve que ça diminue. Alors visiblement, ils se vivaient quelque part aussi dans ce conflit que j'ai décrit moi-même entre le monde plutôt jungien et le monde traditionnel en psychiatrie. Alors, entre-temps, je suis arrivé à Lausanne et je finis avec cela. Il reste toujours le monde jungien avec un magnifique mandala, il reste l'hôpital de Zurich. Il y a toujours, à mon avis, un assez grand fossé, mais il y a quand même quelque chose dans la recherche qui me semble réunir, quoi qu'il en soit, les deux mondes. Vous avez parlé aussi de ça, c'est l'évolution biologique de l'homme. Et l'évolution biologique de l'homme comporte évidemment la phylogénèse, donc on a tous quelque part une origine en commun, et évidemment aussi au niveau de notre psyché ou notre psychisme, on a une origine en commun, et ces archétypes finalement traduisent ça, c'est quelque part, si on remonte, c'est des anciennes images, on peut s'imaginer qu'on a déjà dans des étapes beaucoup plus antérieures qui sont là-dedans, et quelque part, ça doit être quand même un immense challenge, finalement aussi pour les neurosciences, de regarder jusqu'à où, quelque part, notre cerveau, qui est aussi comme des différentes couches plus primitives et plus complexes, comment ils produisent les différentes images. Peut-être un jour, on va mieux comprendre aussi ça pour réduire ce fossé entre les deux mondes. Merci.